Salut à tous, bienvenue pour ce podcast, donc le TICAS, podcast hébergé par Everty. Aujourd'hui, c'est le numéro 1, je reçois Rémi Reich. Rémi, tu es directeur scientifique chez RATP Smart System, donc une filiale du groupe RATP. Sois le bienvenu. Merci Quentin, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour te présenter rapidement, tu es directeur scientifique, tu es impliqué dans le recrutement de profils data, notamment pour le Data Lab. C'est ça. Du RATP Smart System. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui est très concret, parfois un peu même fait dans l'ombre ou en parallèle de ton métier qui est ingénieur, qui est le recrutement justement de profils data. Peut-être, bien sûr, je te laisse te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs et connaître quel est aujourd'hui ton rôle à la RATP. Donc moi, j'ai commencé dans la data depuis 2008. Donc ça fait très longtemps. J'étais à la fois dans des startups, ProBayes à Grenoble, qui a été fondée par des chercheurs de l'INRIA, puis après donc des grands groupes comme La Poste, Safran et maintenant RATP. Tu es arrivé en quelle année à la RATP ? 2020. En 2020, donc dans la filiale donc RATP Smart System, en charge de la billettique, de l'application Bonjour ou de Mappy notamment. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble ton quotidien ? J'ai à la fois un rôle d'expert technique auprès de mes équipes de data scientists, de data engineers ou data analysts, les challenger sur les projets ou faire du brainstorming ensemble sur les difficultés techniques qu'on pourrait rencontrer. Et bien sûr, j'ai un rôle de coordination, d'interface entre les équipes projets et l'équipe data science, le rôle de recrutement, dont on va un peu plus parler ici, et tout le rôle en tant qu'entité au sein du groupe. Il y a beaucoup d'échanges avec d'autres divisions de la RATP, d'autres filiales, d'autres équipes, donc qui m'occupent aussi un certain nombre d'heures de la semaine. Un quotidien très chargé alors. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes mon invitation ? Je suis toujours intéressé par échanger autour de la data, notamment le thème qu'on a choisi finalement en discutant sur le recrutement. Je pense que c'est un créneau intéressant qui n'est pas forcément tout le temps évoqué. Et donc voilà, c'est une manière d'échanger, de partager mon point de vue. Et c'est un grand plaisir pour nous de t'avoir. Pour commencer à aborder ce sujet qu'est le recrutement et quel angle aussi vous avez choisi à la RATP pour, j'imagine, attirer et aussi fidéliser des profils data. Est-ce que tu peux nous décrire la variété des rôles qu'on va retrouver et des métiers qu'on va retrouver dans tes équipes ? Bon, on va dire c'est les métiers qui traditionnel, il n'y a pas de grande surprise. Il y a bien sûr les data scientists, donc en charge de faire des modèles, d'explorer, d'être vraiment le cœur entre guillemets, de l'équipe ou de la valorisation de la donnée. Mais il y a aussi forcément des data engineers qui sont en charge de pré-processer la donnée, de mettre tout ça en forme, et donc certains data analystes pour la visualisation, on va dire, statistique de la donnée sans forcément faire des modèles derrière. Plus deux personnes qui s'occupent, qu'on peut appeler des product owner data, en charge d'explorer des nouveaux projets et de faire le suivi quotidien des projets en cours. Aujourd'hui, c'est quoi la manière que vous avez pour recruter et pour trouver les bonnes personnes correspondant à vos besoins ? Alors déjà, le recrutement, ça peut être assez variable. On ne recrute pas toute l'année, c'est vraiment en fonction de la visibilité des projets ou malheureusement des fois des départs dans l'équipe qu'il faut remplacer. Donc c'est pas non plus constant, mais généralement c'est des canaux assez traditionnels. Donc on diffuse nos offres d'emploi sur les différents réseaux sociaux, sur notre site web, etc. Et après on trie les CV, on rencontre. On peut faire aussi appel à du sourcing, des cabinets externes, dont vous, pour le recrutement. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez traditionnel. On fait rarement des salons, les salons qui pourraient exister, jeunes chercheurs ou IA, ça on fait pas trop. C'est plutôt des recherches d'emploi, des offres qu'on diffuse. Justement, c'est intéressant, tu parlais du CV et de tu vois, ce premier finalement contact entre un potentiel candidat et toi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu regardes prioritairement sur un CV, des green flags, des red flags, ou pas forcément, et c'est un peu plus, je dirais, à l'instinct, au feeling ? C'est assez compliqué parce qu'effectivement, en ce moment, il y a
y a énormément de candidats sur le marché, qui fait que dès qu'on poste une offre, voilà, typiquement, on a facilement 200 candidats. Ah ouais, c'est énorme. Pour un besoin. Pour un besoin. Et Ouais. c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup de data scientists, qui étaient vraiment très à la mode. Mais même maintenant, là, dernièrement, même les offres de data engineer qui étaient avant, sur lesquelles il y avait moins de candidats, même maintenant, on peut avoir plusieurs... 200 candidats quand même. Donc il y a forcément une part d'aléatoire, malheureusement, parce que du coup, il peut y avoir des très bons candidats qu'on peut rater parce qu'il y en a trop pour les trier de manière efficace. Parce qu'ils postulent à la fin, parce que le CV Ils postulent à est la améliorable. fin. Mais finalement, voilà, après ça dépend, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de profils assez similaires. Finalement, quand on cherche des jeunes data scientists, tout le monde beaucoup de gens ont fait une bonne école, on fait un ou deux stages, ou on fait quelques concours Kaggle, ce genre de choses. Donc finalement, il y a beaucoup de profils très similaires, et c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. Soit un stage finalement qui est proche du sujet qu'on a fait, soit effectivement un CV un peu plus joli, un peu plus motivant. Ça peut faire un petit peu la différence. Mais ouais, pour les profils juniors, c'est assez compliqué de se démarquer du lot. Pour moi, les deux critères importants pour les jeunes, c'est ce qui sort du lot, c'est quand tu fais un doctorat. Enfin, moi-même, je suis docteur, donc quelqu'un qui a fait un doctorat, forcément, il sort du lot. D'autant plus que, bon, même si cette année, on parle de supprimer le statut jeune docteur, fait que pendant 2 ans, tu es gratuit pour l'entreprise, c'est quand même un sacré critère. C'est quand même quelque chose quand on y pense. Ouais. Ou alors, sinon, mais ça, c'est la difficulté, c'est que la pré-embauche sous forme de stage. Les jeunes que j'ai pu recruter, c'est souvent des stagiaires. En dernière année d'école d'ingénieur qui ont fait un stage satisfaisant. Donc finalement, on les embauche derrière parce qu'ils ont montré leur valeur. Pour les profils seniors, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont déjà en poste et ils ont un parcours. Et donc là, c'est vraiment le choix des technologies. Donc c'est-à-dire, quand je cherche un senior, c'est pour un projet vraiment bien précis. Et donc là, je cherche vraiment la technologie en question. Là, typiquement, sur le dernier poste recruté, c'était data ingénieur Scala. Ouais. Donc déjà le premier tri, c'est tous ceux malheureusement qui ont pas cette compétence-là, on les élimine et ça permet de trier pas mal dans les CV. Justement, on vient sur tu vois la strate tech que vous avez. Tu parles de Scala. T'as quoi d'autre, tu vois, qui est super important parce que c'est ce que vous utilisez à la RATP. Nous, à la RATP, on est sur la technologie traditionnelle, donc c'est Spark Scala, beaucoup. Après, on ne cherche pas forcément des détails, tout ce qui est technologie cloud, AWS, GCP, Azure ou autre. Souvent, ça, c'est plus les DevOps qui gèrent ça. Okay. Donc, on n'a pas forcément besoin de ça. Pour les profils un peu plus peut-être data analyst, c'est que les certifications Power BI, typiquement, c'est des choses qui permettent aussi de s'assurer que quelqu'un est l'opérationnel tout de suite. Et voilà, donc du coup, Power BI aussi, c'est une techno qu'on peut chercher sur la partie data analyst. Et après, sur la data science, voilà, pareil, on revient au problème de départ, c'est que tout le monde fait pareil. Donc, c'est-à-dire que data science, c'est tout le monde fait du Python, du deep learning, tout ça. Donc, on est à peu près au niveau techno, on est assez classique. La seule chose qu'on ne fait pas encore, c'est les données chaudes. Donc, on n'est pas spécialement à la recherche d'experts Kafka au streaming. Ouais, tu peux peut-être expliquer pour celles et ceux comme moi qui ne maîtrisent pas bien ce que sont les données chaudes, ce que c'est. Oui, les données chaudes, c'est vraiment être capable de traiter les données en temps réel ou quasiment temps réel. Là où je travaillais avant à la Poste, ils étaient naturellement orientés données chaudes parce que l'objectif, c'est de suivre le courrier, de pouvoir afficher rapidement quand est-ce que ton colis va arriver. Donc là, il y avait vraiment un gros besoin de traitement de données temps réel. Ouais. Et leur stack a été construit autour de ça. Côté RATP, pour l'instant, on n'a pas forcément ce besoin temps réel. Donc on est plutôt ce qu'on appelle sur de données froides, donc c'est-à-dire des fichiers de log qu'on traite en batch la nuit à J+1 ou plusieurs fois dans la journée, mais sans besoin d'avoir des données temps réel. Ok. J'aimerais qu'on aborde le process. Tu vois, c'est comment vous faites pour recruter des ingénieurs chez vous et ça passe par quel circuit finalement? Pour nous, c'est quelque chose d'important, donc je le délègue pas trop. Je sais que dans certaines entreprises, c'est les RH qui font le premier filtre sur certains critères, vraiment sur les technologies ou sur le CV.
Nous, c'est plutôt à la fin. C'est vraiment, on veut que ce soit les techniques qui évaluent les CV et qui fassent l'entretien. Et les RH interviennent vraiment à la fin pour valider le CV ou s'assurer que les soft skills semblent pertinentes. Donc ça, c'est peut-être un petit peu une première particularité. On essaie d'avoir aussi des process assez légers, sans dire de mal de mes collègues. Et il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre la barre très haut, comme Google, et ils veulent faire 4 ou 5 tests techniques très longs, mais voilà. Sauf que les candidats, ils n'ont pas forcément le temps de faire 4 entretiens, ou là, ils cherchent ailleurs, on perd des candidats, ou de demander à quelqu'un de travailler un week-end, enfin, pas un week-end, mais au moins un après-midi en temps libre, il n'a pas forcément le temps de le faire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est plutôt 2 entretiens maximum, vraiment un premier entretien sur le parcours, et après un deuxième, forcément test technique pour évaluer, mais on essaie de garder un volume de tests et d'heures raisonnables pour le candidat et aussi pour nous. Donc voilà, 2 entretiens, plus un entretien RH à la fin pour valider le recrutement. Ouais, et puis en plus, on sait que ce sont souvent des profils qui ont plusieurs pistes. Tu vois, comme toi, tu vois potentiellement plusieurs candidats, bien sûr. Eux, souvent, ont plusieurs pistes et oui. L'inconvénient de rallonger avec 3-4 entretiens fait aussi que tu peux perdre des personnes en cours de route. C'est une question que j'avais prévue, alors un peu plus pour la fin, mais la discussion m'y amène avant, c'était, tu vois, de te dire aujourd'hui, fondamentalement, quel conseil tu peux donner à un jeune data engineer, jeune diplômé qui voit que le marché c'est plus tout à fait ce que c'était et qui se lance et qui a un peu de mal à décrocher ne serait-ce qu'un entretien. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire qui te semble super important pour justement obtenir plus de pistes, quoi. Alors déjà, je pense que le premier conseil, c'est un petit peu bateau, mais il ne faut pas se décourager. Parce que comme il y a beaucoup de candidats et que ça ne joue pas grand-chose, c'est pas parce que tu as plusieurs refus que ça veut dire que tu es forcément pas bon ou que ton CV est pas bon. C'est juste des fois tu n'as pas de chance ou l'offre a déjà été... Il y a déjà 200 candidats, donc toi tu es le 201e, ton CV passe un peu à la trappe, donc il ne faut pas se décourager. Pour moi, le gros red flag, c'est ça que je veux dire, c'est le premier entretien, c'est j'apprends vite. Enfin, je veux dire, tout le monde apprend vite. Quand on a Bac plus 5, et en plus, généralement, nous, ce qu'on veut quand on embauche quelqu'un, c'est pour qu'il sache faire des choses. Donc, on sait qu'on va les former et tout le monde apprend vite. Donc, finalement, quand on dit j'apprends vite, on a un peu l'impression que les gens déjà sous-estiment la technologie. On leur pense qu'il suffit de savoir faire 1 ou 2 classes en Python, en Scala ou dans n'importe quel autre langage pour maîtriser un langage. Et pas du tout. Et, ça prend du temps pour devenir un expert C++, Python, Scala. Donc, quelqu'un de technique qui dit j'apprends vite en entretien, pour moi, c'est un gros carton rouge. Après, sur le CV, encore une fois, sur le CV, c'est compliqué de trouver le bon équilibre entre lister tous les petits modules ou tous les jobs qu'on a fait d'été, des fois qui n'ont rien à voir avec le job, et les mots-clés. Moi, j'aurais tendance à dire vraiment insister sur les stages qu'on a pu faire ou les expériences, parce que c'est vraiment ça qui peut faire les petites différences, parce qu'encore une fois, moi, c'est la partie data engineer, parce que data engineer, il y a plus de technologie, mais data science... tout le monde fait du Python, tout le monde a fait du PyTorch ou autre chose. Et donc, c'est vraiment les expériences en stage qui peuvent faire la petite différence qui font qu'on va vous contacter. Je me permets aussi d'ajouter vraiment détailler des projets, même quand on pense qu'ils sont un peu petits, des projets scolaires, des projets perso qui font une ligne. À plus forte raison quand on est jeune, essayer de détailler ça et presque le marketer comme une expérience professionnelle. Je trouve que ça étoffe des CV. Sur l'IA, j'ai 2 questions en une. La première, c'est aujourd'hui, tu vois, en quoi vous utilisez l'IA de manière globale à la RATP, et ma deuxième question, c'est quid de l'IA dans le recrutement sur les rôles dont on a parlé. Alors, l'IA dans le groupe, ça c'est vaste, parce que le groupe est quand même assez grand RATP, donc je suis moi-même pas au courant de toutes les initiatives d'IA au niveau du groupe. Il y a différentes équipes, on essaie d'être un petit peu synchronisé de temps en temps, faire des points de rencontre pour qu'on sache un petit peu ce que tout le monde fait ou voir les synergies. Et donc l'IA, c'est au niveau de la RATP, il y a vraiment 3 grands domaines. Il y a tout ce qui concerne l'exploitation, le matériel roulant, essayer de suivre tout ce qui est maintenance prédictive, les pannes, etc.
Il y a une deuxième partie qui est tout ce qui est... il y a beaucoup d'humains, la RATP. Forcément, il y a beaucoup de conducteurs, d'agents en station, etc., etc. Donc, il y a une partie RH qui est assez importante. Donc, il y a aussi des initiatives à ce niveau-là pour suivre les différents indicateurs, prévoir le futur, essayer d'aider à optimiser les calendriers. Enfin, voilà, les gens avec ce conducteur, ils commencent tôt le matin ou ils travaillent le week-end, donc avoir un bon planning, ça demande aussi des compétences en aéro ou en prévision qui nécessitent de l'IA. Et après, il y a tout ce qui est l'information voyageur. Donc là, effectivement, tout ce qui est génératif, c'est intéressant parce que c'est tout ce qui peut être chatbot, traduction automatique pour les étrangers, avoir une information claire. Les derniers sujets chauds sont assez intéressants pour le groupe. Et pour le recrutement ? Pour le recrutement, alors pareil, ça c'est un petit peu... Moi je suis dans une filiale, donc on fait chacun notre sauce. L'IA dans le recrutement, c'est un petit peu compliqué. J'ai même vu dans les autres sociétés auxquelles j'ai fait, c'est que comme c'est un besoin très spécifique, il y a déjà des solutions d'IA qui existent. Enfin, on peut déjà trouver des solutions qui existent. Donc là, si quelqu'un veut utiliser l'IA dans les RH, il faut mieux qu'il l'achète ou qu'il paye un service qui existe déjà pour faire du tri de CV intelligent ou du matching d'offres. Ça a peu de sens d'essayer de développer en interne soi-même son propre modèle d'IA pour trier des CV. Il y a des sociétés qui font ça déjà bien mieux et qui ont des banques de CV énormes pour l'apprentissage, plus que dans ta société que tu peux avoir. Question sur, tu vois, les entretiens que tu as déjà menés. Est-ce que tu as des faits marquants ou des histoires type anecdote à nous raconter sur des choses qui te seraient arrivées en recrutement, ou je sais pas, tu vois, avoir dit non à quelqu'un et puis le recruter finalement plus tard ou le regretter. Est-ce que tu as des histoires comme ça ? Oui, là, ça, les regrets, ça, effectivement, ça arrive. Ça, c'est le risque quand il y a beaucoup de candidats, on peut se tromper. Et c'est vrai qu'il y a déjà des candidats que j'avais refusés, et finalement, 3 ou 6 mois plus tard, je les ai recontactés pour savoir, malheureusement pour moi, tant mieux pour eux, ils avaient déjà trouvé d'autres offres, mais ça c'est le jeu, et tant mieux. Donc encore une fois, d'ailleurs on revient, c'est pas parce qu'on a eu un refus qu'il faut désespérer, parce que finalement, moi, tous ceux que j'ai eu le regret, que j'ai recontacté quelques mois après, ils avaient déjà un autre travail, ils étaient contents, ils ont refusé mes propositions, donc ça veut dire encore une fois que c'est plutôt encourageant. C'est pas parce que tu as un refus que tu vas pas trouver mieux après. Voilà, ça c'est un super message qu'on passe. Oui. Tu viens de rater ton entretien, tu es déçu, et bien sache que dans 3 à 6 mois, Rémi va te recontacter. Pas de manière automatique, mais en tout cas que ça peut arriver. Sur tes derniers recrutements, est-ce que tu as senti une évolution dans le type de profil que tu croises aujourd'hui en data ? Sur les data scientists, non. Enfin, je veux dire, c'était déjà le cas avant. Je pense que depuis 2015-2016, il y a quand même maintenant beaucoup de formations, donc il y a toujours beaucoup de postulants, et on va dire, les technologies sont à peu près les mêmes, donc ça, il n'y a pas trop d'évolution. Data engineer plus, je me suis rendu compte justement sur mes derniers recrutements, ça regroupe beaucoup plus de fonctions qu'avant. Il y a des gens qui se classent data engineer, que moi je n'aurais pas forcément classé data engineer, mais a priori, après réflexion, finalement, c'était pas stupide. Mais c'est vrai que maintenant, vu qu'il y a énormément de plateformes différentes, donc GCP, AWS, Azure, et plus les Françaises qui essaient de se lancer, c'est vrai que maintenant, il y a des formations qui se spécialisent un petit peu sur chacune des plateformes, ou qui ont plus ou moins d'expérience sur chacune des plateformes, qui rendent les profils un peu moins polyvalents. Quand on cherche un profil expérimenté, c'est une chance, parce que du coup, on peut chercher vraiment la stack qu'on veut. Mais du coup, ça veut dire que le candidat, s'il postule dans une entreprise et que la stack est totalement différente de celle qu'il a travaillée, forcément ça malus. Même s'il est bon, et finalement il sera pas forcément meilleur qu'un junior, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que d'un point de vue data engineer, on peut vite se faire enfermer dans une stack, ce qui n'est pas le cas côté data scientist. Ouais. Et data analyst, la grosse chance, c'est que, grosse chance encore une fois, pour les candidats, mais pas forcément peut-être pour l'écosystème, c'est que comme Power BI quand même, et maintenant est largement majoritaire, avant il y avait beaucoup de discussions entre Tableau, Click sans soi, Power BI, donc c'était un peu plus de polyvalence. Maintenant, il y a un peu quand même Power BI qui
qui est largement diffusée auprès de beaucoup d'entreprises, qui font que voilà, si tu as une expérience Power BI ou si tu as une certification Power BI, tu arrives normalement à te vendre n'importe où. Un peu mieux, ouais. Ok. À l'inverse, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un pari sur un profil, sur un ingénieur qui n'avait pas nécessairement le bon CV et te dire tiens, ouais, j'ai bien fait de faire ce pari-là parce que la personne s'éclate et s'avère au niveau, quoi. Oui, ça c'est des choses qu'on a pu faire plus dans mon ancienne société, enfin la startup qu'on avait à Grenoble, donc ProBayes. Ouais. Mais oui, surtout encore une fois, je répète beaucoup, mais typiquement, un jeune docteur, entre guillemets, vu qu'il est gratuit pendant 2 ans, tu peux, entre guillemets, te permettre de faire des expérimentations parce que il coûte pas très cher, donc même si tu te rates, voilà, c'est pas très gênant. Mais par contre, pareil, c'est pas systématique parce qu'il faut que tu aies quand même des projets un petit peu longs sur lesquels, finalement, si quelqu'un, ton pari rate, tu peux quand même te retourner. Mais c'était quand même beaucoup au tout début de la data science. Enfin, au tout début, je ne suis pas passé pour un dinosaure, mais en 2008, il y avait quand même beaucoup moins de profils. Et c'est vrai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de formation data science, il y avait beaucoup de profils comme moi, en fait, ou encore maintenant, qui finalement ont des thèses en biologie, physique, qui n'avaient pas forcément de formation de data scientist, que ça n'existait pas. Et donc, tu faisais le pari que ils connaissent les maths, ils savent faire de la programmation, et ils sont suffisamment curieux pour se former. Donc ça, c'est un pari qu'on faisait beaucoup à l'époque. Moins maintenant, parce qu'il y a déjà maintenant quand même beaucoup plus de formations orientées data science. Toi-même, comment t'es arrivé à la RATP et finalement, ça a été quoi ton process de recrutement au sein de la RATP? Ouais, alors moi j'ai eu un peu de chance. Pour le coup, d'ailleurs on pourrait en revenir après sur l'importance du réseau. Ouais. Moi, clairement, voilà, c'est mon ancien patron qui était CDO au groupe Le Poste, donc Eric Alix, finalement qui a après pris la direction de RATP Smart System et qui avait une volonté forte de vouloir monter une équipe data. Et comme on a travaillé longtemps ensemble, qu'il me faisait confiance, il m'a proposé le poste. Okay. Et donc c'est vraiment, j'étais recruté sur le fait que mon passé avec lui s'était bien passé. Moi-même, j'avais envie de retravailler avec lui et d'autres personnes qu'il avait recrutées, que je connaissais déjà. Et c'est ça qui m'a permis d'être pris finalement dans le groupe, dans la filiale RATP Smart System et le groupe. Ça, c'est, je pense aussi, un bon accomplissement quand c'est pas toi qui postule au poste, mais que c'est le poste qui vient à toi. Oui, c'est sûr. En l'occurrence, ton ancien boss, ouais. Et ça veut dire qu'effectivement que le réseau ou que les expériences passées, c'est important. Des fois, on peut se dire que ce qu'on fait, ça sert à rien, mais l'empreinte qu'on peut laisser, les bonnes impressions qu'on peut laisser auprès des anciens collègues, des anciens partenaires, ça peut payer. Ça compte et ça paye maintenant ou plus tard, ouais, c'est clair. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se développe, tu vois. J'ai déjà croisé des coachs, par exemple des coachs agiles qui étaient vraiment pros dans l'art de cultiver leur réseau et avoir tout le temps des interactions avec plein de gens et de manière en plus très sincère. C'est-à-dire, ça leur faisait plaisir de reprendre contact en permanence avec d'anciens clients, d'anciens collègues. Et c'est vrai qu'in fine, au bout d'un moment, quand tu recherches, c'est toujours plus facile d'avoir autant de personnes dans ton réseau. Tu disais en amont que à la fois tu recrutais donc en interne chez RATP, que parfois tu faisais appel à des sociétés. C'est l'objet de ma prochaine question, de me dire tiens, tu vois, tu travailles avec différentes sociétés. Alors d'ailleurs, c'est cabinet de recrutement ou c'est plutôt société de conseil, société en assistance technique? Pas trop de cabinets de recrutement. Pas trop. C'est plutôt des cabinets, ou des boîtes de prestations. Ouais. Alors, au niveau de notre filiale, on a quelques accords cadres avec certaines sociétés qui font on peut les solliciter en premier, mais bon, de manière générale, on est à l'écoute du marché. C'est pour ça que des fois, on teste aussi de nouveaux cabinets ou de nouvelles sociétés. Les acteurs plus récents. Et justement, c'est quoi que t'attends des sociétés, des commerciaux, j'imagine nombreux qui te contactent. Qu'est-ce qui fait que tu vas travailler plutôt avec un tel ou un tel? Bon, après, moi, ce que j'attends, c'est effectivement un bon ciblage des CV.
Parce que voilà, quand on fait une offre de recrutement nous-mêmes, on a voilà, encore une fois 200 CV. Donc ce qu'on attend d'un cabinet, c'est qu'il nous apporte forcément moins de CV, beaucoup moins, mais beaucoup mieux ciblés pour gagner du temps. Après, pourquoi une société plutôt qu'une autre, ça c'est plus dur. J'ai envie de dire, l'occasion fait de la ronce et il suffit que la société soit au bon moment et me contacte au moment où j'ai un besoin, là éventuellement. C'est que ça se joue pareil, un petit peu aléatoire aussi. Ouais, il y a une part d'aléatoire, comme dans tout. Oui. Ok. C'est quoi ta vision là sur les prochaines années qu'est-ce qui sera tendance comme métier data, qu'est-ce qui sera complètement has-been est-ce que tu as un avis là-dessus? En fait, ça sera plus de technologie parce que finalement, ces trois grands, encore une fois, data scientist, data engineer et data analyst, il y en a toujours eu besoin. Et, encore une fois, depuis 2008, on a toujours eu ces trois grands axes, préparation de la donnée, visualisation et faire des modèles, même si les noms peuvent un peu changer. Donc ça, je pense que ça reste, c'est plus des technologies qui peuvent varier. Après, bon, tout ce qu'on parle d'IA générative, faire des prompts, etc., ingénieur prompt, ça, je sais pas. Je sais pas à quel point ça sera vraiment nécessaire ou pas. Parce qu'on peut se dire, au fur et à mesure que les LLM vont devenir de plus en plus perfectionnés, l'importance des prompts va décliner, ils seront nativement plus intelligents. Donc ça me semble un peu faire un pari. Je sais pas à quel point ça sera nécessaire ou pas. Pareil, j'ai moins de vision, c'est toute la partie MLOps. On parle beaucoup de DevOps, MLOps. Donc, bon, les DevOps sont nécessaires, c'est sûr. À quel point on a besoin d'avoir des profils spécialisés ML. Si tu as déjà des data scientists, des data engineers et des DevOps, est-ce que tu as besoin d'un profil MLOps? Je suis un petit peu circonspect sur ce rôle-là. Ok. Et je vais me tromper, je veux dire. Personne n'a la réponse probablement, mais on se donne rendez-vous dans 5 ans et on verra où on en est. Il y a un sujet, je sais, qui te tient à cœur et dont tu as déjà un petit peu parlé, qui est le sujet du doctorat et l'évolution du doctorat en France. C'est quoi ton avis là-dessus et tu vois, si tu avais une baguette magique et que les plus hautes instances de ce pays t'écoutaient, en tout cas au moins au ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu viendrais apporter comme correctif? Oui. Déjà, bon, j'ai un parti pris, parce que moi-même, je suis docteur. Forcément. Je suis pas tout à fait neutre. Mais effectivement, à l'époque où j'ai fait ma thèse en astrophysique au laboratoire de Grenoble, il y avait déjà un gros débat, parce qu'en astrophysique, il y a très très peu d'emplois dans la recherche. Donc finalement, est-ce que tu fais une thèse pour être chercheur dans le public, ou est-ce que tu fais une thèse pour acquérir des compétences que tu fais que tu utilises dans le privé? Et à l'époque, il y avait... la vision était assez négative du doctorat, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la recherche publique, et donc s'il est dans le privé, c'est qu'il a raté, donc soit il est déçu, soit il est pas très bon. Maintenant, ça change pas mal, notamment grâce au CIR et au fait que les jeunes docteurs sont gratuits pendant 2 ans, donc ça s'est un petit peu diffusé. Mais là, donc de chance, en 2025, on parle de supprimer le statut, donc ça va couper l'herbe sous le pied. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt d'un doctorat. Maintenant, c'est vraiment d'être un facteur différenciant. Parce que maintenant, voilà, sur mes 200 CV, tout le monde a un bac+5, donc soit une bonne école d'ingénieur, soit une bonne université. Et finalement, le fait d'avoir un doctorat, c'est un plus différenciant. Alors c'est sûr que ça demande 3 ans de plus, et en plus, c'est pas forcément les meilleurs salaires. Donc à la fin de son école d'ingénieur, on peut être tenté d'aller dans le privé. Ouais. Mais si on n'a pas un bon débouché, le doctorat, ça peut vraiment être une piste intéressante. On approfondit des connaissances et encore une fois, à la fin du CV, à la fin de ta thèse, tu as vraiment un facteur différenciant par rapport au reste des concurrents. Si tu avais une question assez clé à poser en entretien pour savoir si la personne en face de toi, c'est la bonne, ce serait laquelle? Le gros conseil, le red flag, c'est vraiment dire, déjà, je répète, ne dites pas j'apprends vite. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment, on sous-estime la technique. Tout le monde apprend vite, mais tu apprends vite à faire des tutoriaux. La maîtrise d'une techno ou du langage, ça prend du temps. Donc pour moi, ça c'est le truc à éviter. Je leur ai dit, pour être sûr, ne dites pas j'apprends vite. C'est drôle parce que ça m'arrive de le dire, de briefer, tu sais, les ingénieurs et de leur dire surtout ne dis pas ça. Donc on est raccord là-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, tout le monde le dit.
Voilà. Et quand tout le monde dit quelque chose, c'est que... Et en plus, c'est dévalorisant. Enfin non, ça t'apprends, oui, t'apprends vite, mais je veux dire, une technologie, ça met du temps à se maîtriser, sinon on ferait pas des études, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Après, sur les questions, la question, ça dépend vraiment des profils, s'il est issu de la recherche. Encore une fois, s'il a fait un stage, je pose une question sur le stage en question. S'il n'a pas fait trop de stages, du coup, je pose une question théorique, je demande... Voilà, s'il a fait tel ou tel modèle, explique-moi la différence entre du boosting et une autre technologie. Voilà, ou si c'est un profil informaticien, je lui demande ce langage-là, quelle est sa force, etc. J'essaye vraiment de trouver des questions clés, mais par profil. On arrive bientôt sur la fin. Est-ce que tu as envie de mettre en avant un projet, une innovation en ce moment que tu as vu chez RATP ou même ailleurs, quelque chose que tu t'es dit, tiens, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, une initiative intéressante? Bon, tout ce qui est IA générative, et donc les LLM, tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant, mais pas trop dans les résultats, mais surtout dans les faits que ça démocratise beaucoup l'IA. Avant, voilà, on parlait d'IA surtout, ou de machine learning, surtout des profils techniques, et dès qu'on essayait de voir des personnes du produit, ou des gens métiers, on passait beaucoup de temps à expliquer à quoi ça sert l'IA ou le machine learning. Le fait qu'il y ait toute cette publicité et ou ChatGPT, Mistral, le fait que ça fait des réponses intelligentes dès le début, ça a vachement démocratisé ce que c'est l'IA ou ce que ça peut apporter. Ouais. Et donc du coup, c'est-à-dire que même si toi tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec des LLM ou l'IA générative, voilà, un modèle de maintenance prédictive, une prévision de série temporelle, le fait que maintenant les gens sont sensibilisés à ça fait que c'est beaucoup plus simple pour lancer des projets, intéresser les personnes, alors qu'avant ça restait très, très nébuleux. Donc voilà, c'est plus la démocratisation apportée par les LLM que l'outil qui est intéressant. Que l'outil, ok. Vivatech d'ailleurs, on leur fait une pub gratuite, hein, c'est du 11 au 14 juin. Alors avec plaisir, c'est un super salon. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois, donc c'est du 11 au 14 juin 2025. Et donc vous y serez et vous aurez un stand. La RATP-IE, donc la RSS, on aura un ou deux pitchs justement fait par mon PO Data. Ok. Et on essaiera de présenter nos projets en Corée. Et ben on suivra ça avec intérêt. Je te laisse, si tu veux, le mot de la fin. Ça peut être, tu vois, finalement un dernier conseil pour des candidats qui souhaiteraient rejoindre par exemple la RATP ou même une piste d'avenir là pour la suite par rapport au recrutement. Qu'est-ce que tu retiens de notre échange d'aujourd'hui? Ne pas baisser les bras et surtout donc trouver un facteur différenciant. Donc c'est-à-dire pour les jeunes qui sortent de la formation, c'est vraiment qu'est-ce qui me différencie de quelqu'un d'autre. J'ai 20 collègues peut-être dans mon école qui sortent en même temps que moi. Il y a 20 entreprises, il y a 20 écoles en France. Parmi les 400, qu'est-ce qui peut me différencier? Et pour les profils un peu plus seniors, éviter le piège au contrario, d'être trop spécialisé, qui fait que après je vais être monotage et je vais être entre guillemets condamné à une seule stack pendant très longtemps. Un grand merci Rémi d'être venu à notre micro. J'en profite pour dire à tout le monde de bien sûr s'abonner parce que ça nous permet de remonter dans l'algorithme, de nous suivre sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Music, etc. Et YouTube aussi. Hyper preneur de feedback, c'est nos premières, donc un petit commentaire, soit positif, soit constructif, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis à très bientôt pour de nouveaux podcasts TICAST. Ciao. Ciao, merci Quentin.